fait 175 km, cette avant-dernière étape, elle fait 175 km entre Saint-Raphaël et le col d'Èze. Saint-Raphaël où a été donné le départ, donc à la mi-journée, et le col d'Èze avec une succession de difficultés. D'abord le col de l'Estérel, et puis ensuite la côte de Saint-Césaire-sur-Siagne, qui s'enchaîne immédiatement avec la côte de Cabris. Petite pause, on va dire, sur ce parcours, mais vous le voyez que la route n'est jamais véritablement plane. Et puis ensuite, après le ravitaillement de Castagné, un col de première catégorie, la côte d'Aspremont, qui se prolonge ensuite par une côte de deuxième catégorie, le col de Châteauneuf, la montée vers Berre des Alpes, également de deuxième catégorie, et surtout la montée vers Peille, où nous allons retrouver les coureurs dans quelques instants. Redescendre vers Nice et la montée enfin vers le col d'Èze, au sommet duquel sera jugée l'arrivée donc de cette étape, avant-dernière étape de Paris-Nice. « 2 minutes 10, 2 minutes 20 », vous voyez que l'écart continue de... Alors, pas franchement de 10 minutes, si, on peut penser que la tendance est à la baisse, parce que tout à l'heure l'écart était remonté à 2,50. Il est redescendu à 2,10. Puis on voit que d'autres équipes se sentent concernées maintenant par la poursuite, avec un coureur de l'équipe Taconi Sport qui est venu se replacer en tête du peloton et qui étire la file des favoris. Vous apercevez Joe Plancart dans la roue du leader de la course, Alexandre Vinokourov. Voilà Joe Plancart. Derrière lui Nico Matan, Laurent Jalabert. Derrière Laurent Jalabert, Peter Luttenberger. Et ensuite, je pense, Didier Rousse. Laurent Jalabert qui n'a pas repris de temps à l'occasion des bonifications aujourd'hui, qui n'a pas repris de temps à son principal adversaire. Et qui en a perdu. Et qui en a même perdu, une petite seconde de perdu. Kivilev qui vient discuter ici. Coutier aussi qu'on en a aperçu. Oui. On voit que les cofidis sont très motivés. Ils viennent se replacer aux avant-postes du peloton, alors que l'on ne va pas tarder à aborder la montée vers le col d'Èze. Le col d'Èze fait 10 km de long, avec des pentes assez irrégulières, le col d'Èze, mais on va dire une pente moyenne d'un petit peu moins de 5%. Il doit rester une quinzaine de kilomètres pour le peloton. Et je crois, Jean-François Bernard, qu'on a de nouveaux écarts. Oui, de nouveaux écarts, 28 secondes en fait entre les hommes de tête et un premier groupe de contre-attaque. Donc ce sont des coureurs qui n'ont pas été repris, ça par le peloton encore, les coureurs dont vous parlez tout à l'heure. Voilà, on ne les a pas vus à l'image, mais ils existent, croyez-le, derrière ces hommes de tête que vous apercevez, à moins d'une demi-minute derrière. Donc on devrait retrouver dans ce groupe de poursuivants les coureurs dont on parlait il y a quelques instants, c'est-à-dire pourquoi pas Richard Virenque. On manque un petit peu d'informations sur la composition de ce groupe. Sylvain Chavanel également. Christophe Mangin, oui, pour ne citer que les coureurs français, mais également on peut citer Laurent Dufaux, on peut citer également l'Espagnol de l'équipe Ibanesto. Il a peut-être été rejoint, lui, Javier Villa. Oui, il a été rejoint. Il a été rejoint, Villa, donc on en parle plus. Régnier, Franck Régnier. On n'a pas entendu parler de... Régnier, non, il n'était plus là. Il avait été décroché tout à l'heure dans l'ascension de la montée vers Peille. Il y a François Simon aussi, peut-être bien, qui se trouve encore interpellé. Il a été lâché aussi dans le col de Peille. On aperçoit Laurent Jalabert là. Avec Jean-Cyril Robin qui était à ses côtés, avec Didier Rousse, maintenant que l'on voit à sa hauteur. Avec également André Kivilev qui est juste derrière, tout comme Jens Voigt, les premiers du classement général qui viennent se replacer. C'est d'apercevoir Sandy Cassard que l'on n'a pas vu pour l'instant. Sandy Cassard avec le maillot bleu de meilleur jeune. « 20 secondes seulement de retard pour le groupe de poursuivants par rapport aux 5 hommes de tête. Les écarts sont en train de se resserrer alors que le peloton, lui, navigue à environ 2 minutes. Et si l'on voit un coureur de l'équipe Taconi Sport rouler en tête du peloton,
Mon cher Jean-François Bernard, c'est peut-être tout simplement parce que Dario Frigo, eh bien, enfin, se signale à notre attention, mais de façon un petit peu tardive quand même. Il est capable de tout, vous savez, il arrive avec 2 minutes en bas, il gagne avec 30 secondes. Hein. Il va peut-être nous refaire le coup du Montfaron également. Et ben, s'il le refait, c'est pas terrible parce qu'il avait ça fait 10 km là, hein, que le Montfaron faisait que 5. Hein. Rappelons que le Montfaron, eh bien, le Montfaron, il avait été très déçu, Dario Frigo, parce qu'il a probablement probablement été le plus rapide dans l'ascension du Montfaron. Malheureusement, il avait quand même un gros handicap en étant resté avec le peloton par rapport au groupe où figuraient Didier Rousse et Laurent Jalabert. Ah, si mon pronostic était vrai, hein. Ah, je reviendrai très très loin là aujourd'hui. Hein. J'étais mal barré sur le coup de midi là. Si on tente une comparaison audacieuse entre le Montfaron et le Col d'Èze, qui n'ont pas grand chose en commun hein, finalement, comment justement, qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre? Déjà, la montée du Faron, c'est que c'est une route très très étroite, quand même en très très bon état et qui est quand même beaucoup plus raide quoi, au niveau du pourcentage, alors que le Col d'Èze est quand même une route très très large avec c'est vrai les 4 premiers kilomètres qui sont quand même très très durs. Ensuite il y a un petit replat où on appelle ça s'appelle le passage du mur et le final qui est quand même beaucoup plus roulant où on peut mettre du braquet, même voir les 2 derniers kilomètres, 3 derniers kilomètres mettre pratiquement le grand plateau. Regardez, les voitures sont en train de doubler, de repasser les hommes de tête, tout simplement parce que derrière, eh bien, le groupe de poursuivants va opérer la jonction avec les hommes de tête. Et il n'y a plus qu'une quinzaine de secondes de retard. On va peut-être avoir quelques petites surprises, hein, parce que ce groupe de poursuivants, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. En fait, on ne l'a pas vu du tout d'ailleurs, mais on va les retrouver à moins de 10 km de l'arrivée, puisqu'on en arrive maintenant au pied du Col d'Èze. Quant au peloton, il a accusé un retard d'1 minute et 44 secondes. Il revient très vite ce peloton. Je vois François Bernard qui retrouve des couleurs. En fait, ce qui s'est passé, son coéquipier de Frigo, c'est que Frigo n'est pas dans le peloton. Il roule quand même. C'est pas vrai. Il est dans le peloton, Dario Frigo. Vous êtes sûr hein? Oui. Moi, je l'ai pas vu. Hein. Il y a eu quelques abandons aujourd'hui dans cette étape, notamment un équipier de Dario Frigo, Gabriele Balducci, qui s'est retiré, puis également Peter Van Petegem et Serge Baguet, les deux Belges qui n'appartiennent pas à la même équipe, et puis également Christophe Capel, ainsi que Luis Perez. Vous voyez que c'était quand même une étape assez difficile et beaucoup de coureurs sont quand même émoussés par cette semaine disputée sur Paris-Nice où constamment on a roulé assez vite, hormis lors de la première étape en ligne. À noter également qu'un coureur qui avait abandonné il y a quelques jours, Yann Kirsipu, qui était rentré s'entraîner en France du côté de Chambéry, eh bien, a été victime d'un accident de la circulation. Yann Kirsipu a été renversé par une voiture hier et son état est quand même assez sérieux puisqu'il souffre d'une rupture du tendon rotulien qui va certainement l'écarter de toute compétition pendant 6 semaines. Attention à Dave Bruland qui fait l'effort à mon avis juste avant la jonction du groupe de contre-attaque et maintenant qui tente de sortir seul et de s'en aller essayer de cueillir la victoire. Vous voyez là on est dans les premiers passages assez difficiles, il y a juste Charrière là qui essaye de limiter. Christian Charrière qui avait été le dernier à revenir sur ce groupe de tête en compagnie bien d'un coureur qui a marqué beaucoup de points aujourd'hui au Grand Prix de la montagne. Il s'agit du coureur de l'équipe Alessio, Vladimir Mijolevic. Il fait une confusion tout à l'heure. J'ai dit qu'il était slovène, il est croate. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mijolevic donc en compagnie de Charrière alors que le peloton, la course elle est durcie par les coureurs de chez Télécom. Regardez, il y en a un qui vient de s'écarter là-bas, un des coéquipiers donc de Vinokourov que l'on ne reverra plus sur les pentes du Col d'Èze maintenant, et c'est Vinokourov lui-même avec peut-être encore un coéquipier juste devant lui. Oui, c'est Udo Boltz et un coureur de chez Team Cost là qui vient se replacer. Parce qu'on a vu Alex Tsulu qui est juste en retrait derrière Ivan Basso. Voilà, vous les apercevez mieux sur cette vue aérienne. Attention à Frigo sur le côté. Sur la droite, il va démarrer. Voilà, Dario Frigo qui porte son attaque. Immédiatement, est-ce qu'un coureur va réagir, aller dans son sillage? On a vu qu'un coureur de l'équipe Cofidis voulait y aller. Peut-être Andrei Kivilev, un coureur de l'équipe Mapei. C'est peut-être bien Cadel Evans. C'est ça, oui, Cadel Evans qui revient sur Dario Frigo en compagnie. Alors, le coureur de l'équipe Cofidis, on va attendre un petit peu. On n'ose pas dire Joe Plancart, mais pourquoi pas. C'est pas, mais Dario Frigo c'était peut-être pas une superbe attaque, mais regardez, ça fait mal derrière, ça fait très 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 mal.
Un seul coureur, c'est le coureur de chez Cofidis qui va réussir à prendre la roue parce que Cadel Evans est un petit peu lâché, regardez. Un petit peu en retrait avec 5-6 mètres. Mais là c'est difficile, hein. On voit que le démarrage de Dario Frigo a provoqué beaucoup de dégâts. C'est Joe... Je crois que c'est lui. Hein. J'ai l'impression que c'est Joe Plancart, effectivement. Oui, c'est lui. Je suis pas sûr. Ah, il peut plus, regardez, Non, regardez, il vient de se relever. Et derrière on voit Basso. Vinokourov avec Ivan Basso qui sont en train de revenir. Pas Laurent Jalabert. On ne voit pas Laurent Jalabert, non. Non. Et non, il est lâché, non. Laurent Jalabert. Laurent Jalabert n'a pas pu suivre le rythme imposé par Alexandre Vinokourov qui tente de revenir sur Dario Et non, Frigo. il est lâché, Laurent il est pas Jalabert. bien. Laurent Jalabert n'est pas bien. Laurent Jalabert Didier qui Rousse. d'ailleurs reste derrière Didier Rousse, vous le voyez, et beaucoup de coureurs sont un petit peu mieux que les deux Français. On voit notamment Alex Zule qui est un petit peu mieux placé, alors que les écarts sont en train de se creuser. Attention, dans cette ascension du col d'Aise. Ouais, il est possible qu'on ait beaucoup de changements au classement général, Patrick, là, parce que Didier Rousse est en train de disparaître. Laurent Jalabert aussi. Sandy Cassard, je ne l'ai pas vu. Voilà Laurent Jalabert là, mais qui a beaucoup de mal. Jalabert qui tente maintenant d'accélérer et de reprendre un par un les coureurs qui sont à la rupture dans cette ascension du col d'Aise. On est quand même dans les premiers contreforts seulement du col d'Aise et on sait qu'il fait près de 10 km. Didier Rousse est derrière, Patrick encore. Oui, Didier Rousse a été dépassé par Laurent Jalabert. Je pense les meilleurs coureurs dans cette ascension du col d'Aise avec Alexandre Vinokourov. Très bien. Alexandre Vinokourov qui justement s'est retourné à donner un petit coup d'œil vers l'arrière pour essayer de situer ses principaux adversaires. Il n'aperçoit pas Laurent Jalabert, il n'aperçoit pas Didier Rousse, ni même Sandy Cassard. Jens Voigt peut peut-être faire une bonne opération, tout comme André Kivilev. On ne les a pas vus, on ne les a pas situé avec précision dans cette ascension, Basso. alors que c'est Basso qui emmène pour l'instant Alexandre Vinokourov, et ce sont les poursuivants qui se font reprendre. Ça veut dire que la tête de la course n'est certainement plus très loin maintenant. Oh, ça va très vite, c'est Christophe Mangin là qui est en train de se faire dépasser, je pense, le coureur de la Française des Jeux. Didier Rousse est là, Didier Rousse est avec Laurent Jalabert et je ne suis pas certain quand même que leur retard soit si important par rapport au groupe Vinokourov. Regardez. Le groupe Vinokourov qui n'est pas très loin, j'ai l'impression, devant... C'était pas le groupe Vinokourov. Non, parce que là, ils sont que sur deux coureurs. Hein, oui. Allez, ça continue, les coureurs se font reprendre un par un. Ça va très vite là devant. Et c'est Nico Matan qui a été repris là. Le groupe Nico Matan, il ne doit rester probablement à l'avant de... Attention, on annonce une chute à l'arrière, chute d'un coureur. Voilà, vous l'avez à l'image. Bingen Fernandez avec Didier Rousse qui est accroché. Didier Rousse qui est accroché, qui va repartir. Non, c'est un coureur de l'équipe Cofidis qui est au sol. Et qui va se relever. Il s'est accroché avec Didier Rousse. C'est bien ça, c'est Bingen Fernandez, oui. Alors de l'équipe Cofidis. Alors que Vinokourov, lui, maintenant prend la tête. Richard Virin qui venait d'être repris aussi, qui était intercalé avec Alex Zule juste à côté. Inigo Cuesta, oui. avec Ivan Basso et Alexandre Vinokourov. Qui fait l'effort. Hein. Oui. Il fait l'effort, il est en train de gagner Paris-Nice. Actuellement, Alexandre Vinokourov, puisque tous ses adversaires directs se trouvent repoussés à l'arrière. Regardez, avec Laurent Jalabert, avec Laurent Brochard, il me semble également dans ce groupe, avec Didier Rousse qui lui maintenant est en retrait. Il est reparti, mais il a perdu beaucoup de temps certainement et d'influx nerveux dans cet accrochage avec Bingen Fernandez. Là je pense le groupe Frigo peut-être même pas le groupe Frigo ça. Je suis pas certain que ce soit le groupe Frigo. Ce serait bien que voilà, on puisse resserrer un petit peu l'image sur les hommes de tête, que l'on puisse localiser justement ici ce groupe que l'on retrouve à l'image. Et ce n'est pas le groupe Vinokourov. On retrouve ici dans ce groupe Alex Zule, on retrouve Ivan Basso, on retrouve bien sûr Richard Virenque, on retrouve Inigo Cuesta. Attaque d'Ivan Basso dans ce groupe. Ivan Basso qui tente de distancer Alexandre Vinokourov. On se retourne, qui revient de l'arrière. Il y a beaucoup de dégâts là hein, dans ce groupe. Et je me demande s'il n'y a pas un seul homme seul en tête là-bas.
Samuel Sanchez qui est là également aux côtés de Alexandre Vinokourov. Vinokourov là qui paye un petit peu son effort. Il est en train de se faire distancer. Il tente de réagir. Il a essayé d'étouffer ses adversaires directs, mais là il se retrouve en compagnie de très bons grimpeurs. Et n'oublions pas que Frigo est devant ses coureurs. Il y a Frigo qui se trouve devant apparemment et Cadel Evans qui serait avec 7 secondes d'avance sur Frigo. Qui serait d'ailleurs en tête maintenant. Qui serait en tête alors que Laurent Jalabert lui est à la ramasse là, littéralement. Il a beaucoup de difficultés puisque c'est Laurent Brochard effectivement qui imprime le tempo dans un groupe où l'on a également Gilles Bouvard. Oula, là, c'est dur, regardez. Oh là là, il est là, regardez, il est complètement arrêté, Laurent Jalabert. Ah oui. Il a un problème mécanique, non? On l'a vu toucher sa pédale. Non, il repart. Il est attendu par l'un de ses coéquipiers, Martin Ritzel. Je crois que c'est une défaillance de Laurent Jalabert, parce que regardez, il n'avance plus pratiquement. Il se fait dépasser par un grand nombre de coureurs maintenant. Ici, c'est Steve De Wolf de l'équipe de Meaux. Non, l'homme de tête actuellement, c'est Dave Brelands. Je rectifie, Dave Brelands qui est toujours en tête. Avec 40 secondes d'avance sur Cadel Evans. On vous donne les informations telles qu'elles nous parviennent actuellement sur les ondes de Radio Tour. En tête donc Dave Brelands, légèrement en retrait, avec 40 secondes de retard, c'est encore un écart consistant. On retrouve Cadel Evans. Ensuite on retrouve Dario Frigo qui doit être à environ 7 secondes de Cadel Evans au dernier pointage. Donc 47 secondes de l'homme de tête. Et ensuite, on retrouve le groupe Vinokourov que vous avez aperçu à l'image et qui vient de reprendre Alexandre Botcharov. Il reste 5 km à accomplir et l'on retrouve l'homme de tête Dave Brelands. Il a l'air de très bien aller, Dave Brelands, là pour l'instant. Voilà, il reste effectivement moins de 5 km à accomplir et Brelands continue de faire une forte impression. Il va peut-être réaliser le résultat que n'a pas pu obtenir hier Axel Merckx, qui avait été rejoint dans le final de cette étape. L'équipe de Meaux qui possède quand même de très bons grimpeurs. On peut en attester sur ce Paris-Nice avec Richard Virenque, mais autour de lui avec Dave Brelands, avec Axel Merckx également que l'on a vu. Botcharov là qui emmène Ivan Basso, Inigo Cuesta et Alexandre Vinokourov. Oui. Vinokourov qui a eu un mauvais passage et qui ici tente de se refaire la cerise comme on dit. Oui, là on est dans une partie où ça roule, c'est un faux plat en fait jusqu'au petit mur, vous allez voir là, c'est pour ça que ça leur a permis de remettre le grand plateau. Alors que là on retrouve maintenant Laurent Jalabert en compagnie d'un de ses coéquipiers, en compagnie de François Simon, j'ai l'impression. Simon aussi, oui. Non, c'est peut-être pas Simon. Coureur de l'équipe Bonjour en tout cas. Un Laurent Jalabert emmené par Martin Ritzel et qui est en train de revenir sur un groupe, mais ce n'est pas le groupe Vinokourov. Sur cette montée du col d'Aise, le coup de tabac déclenché par Dario Frigo a quand même mis une sacrée pagaille. Et on peut vous dire que Cadel Evans est en train de réduire l'écart. Alors les écarts sont en train de se resserrer d'ailleurs, puisque à 4 km de l'arrivée, l'homme de tête n'a plus que 20 secondes d'avance sur Cadel Evans, 27 secondes d'avance sur Dario Frigo et 35 secondes d'avance sur le groupe Vinokourov. Les écarts se resserrent quand même de façon assez inquiétante finalement pour Dave Brelands. 4 km d'ascension, c'est pas gagné pour lui avec un écart aussi mince, une vingtaine de secondes. Et surtout derrière, eh bien, le grimpeur de poche Cadel Evans, l'ancien spécialiste du mountain bike, est en train de faire sensation, puisqu'après avoir demandé à ses équipiers de rouler, eh bien, il est en train de revenir seul sur l'homme de tête. Voilà, le groupe Vinokourov maintenant. Vinokourov, Cuesta, Basso, avec également Charrière qui est là et qui possède 35 secondes de retard.
Vous voyez les voitures qui sont juste là, alors ils vont être obligés de remettre le petit plateau dans peu de temps. Oh là là. Alors oui, on vient d'entendre l'écart séparant Laurent Jalabert de la tête de la course, 1 minute et 25 secondes. Ça veut dire que Laurent Jalabert a 50 secondes de retard sur Alexandre Vinokourov à 4 ou 5 km, à 5 km de l'arrivée, puisque son pointage a été effectué à 5 km du sommet. Quant à Richard Virenque et Jens Voigt, 5e du classement au départ de cette étape, eh bien ils sont à 1 minute de l'homme de tête, c'est-à-dire à 25 secondes derrière le groupe Vinokourov. Néanmoins, Jens Voigt est en train de réaliser une excellente opération, puisque Laurent Jalabert, Didier Rousse et Sandy Cazard se trouvent derrière lui. Donc pour l'instant, eh bien Jens Voigt est très bien parti pour prendre place sur le podium. Devant lui, il y a, avec lui plus exactement, il y a également Mario Hartz qui est classé 7e au classement général, et je vous l'ai dit, Richard Virenque qui lui est beaucoup plus loin. Attention Patrick Pessin. On retrouve Alexandre Vinokourov ici avec Inigo Cuesta, avec Ivan Basso. Et apparemment, ils ont perdu un coureur. Ah non, ils sont là, voilà. Non, ce sont des coureurs qui reviennent de l'arrière, ça. Et on va retrouver ici, à l'image, eh bien, un autre coureur de l'équipe Cofidis, c'est Andrei Kivilev, qui est revenu sur Inigo Cuesta. Andrei Kivilev qui occupait la 6e place au classement général et qui pour l'instant fait mieux que défendre son rang. Ces hommes sont en train de réaliser une très bonne opération, De toute façon, Vinokourov pour l'instant maîtrise parfaitement la situation, même s'il a eu tout à l'heure un passage difficile. Son maillot n'est pas menacé, puisque Cadel Evans, qui se trouve devant, et Dave Brolants était quand même très loin au classement général. On en parlait tout à l'heure, Dave Brolants est à plus de 3 minutes. Quant à Cadel Evans, eh bien, il avait un retard de 2 minutes et 49 secondes ce matin sur le coureur kazakh. Attention, c'est bien difficile là maintenant pour Dave Brolants, et on va avoir le retour de Cadel Evans, là, non, de Frigo. C'est Frigo finalement. Frigo est revenu sur Cadel Evans, on l'en aperçoit légèrement en retrait. Et Frigo va reprendre l'homme de tête. Oh là là là, c'est prodigieux quand même. La montée que vient d'effectuer Dario Frigo, le coureur de l'équipe Once qui est présent aux côtés d'Alexandre Vinokourov, eh bien il s'agit de Joaquim Rodriguez, coureur espagnol donc qui appartient à l'équipe de Manolo Saiz. Cadel Evans qui fait l'effort maintenant pour tenter de revenir dans la roue de Dario Frigo. On va retrouver 3 hommes en tête s'il réussit à faire la jonction, ce qui n'est pas dit. Parce que vous voyez, on va arriver dans une portion un petit peu moins dure maintenant, et Frigo va pouvoir remettre du braquet, ce qui va certainement l'avantager par rapport à Cadel Evans. Regardez, il a du mal à faire la jonction. Et on peut vous dire que l'écart augmente entre Dario Frigo et le peloton, le groupe maillot jaune, puisque tout à l'heure, à 5 km du sommet, il n'y avait qu'une douzaine de secondes, et maintenant il y en a 27. Frigo qui, dès qu'il a fait la jonction sur Brolants, s'en va. Il attaque, il est en train de distancer maintenant Dave Brolants pour s'envoler vers la victoire. On va voir si justement il peut maintenir ce rythme aussi élevé. Qui aurait dit il y a encore quelques minutes que Dario Frigo pouvait prétendre à la victoire? Non, j'ai pas dit au départ de l'étape, Jean-François Bernard, je dis il y a quelques minutes, lorsque le retard du peloton était d'environ 3 minutes. Moi j'ai cru juste ce matin on a parlé pendant 10 minutes tous les deux. On n'était pas d'accord. En italien et tout. Alex Zule, qui était intercalé entre Frigo et le groupe maillot jaune, vient de se faire rattraper. Et Escartine qui est présent aussi dans ce groupe. Oui, c'est la première fois que l'on a l'occasion de voir Escartine cette saison, avec le Dossard 124, revenu lui de l'arrière. Il y aura des bouleversements quand même au classement général. Hein. Escartine, oui, puis également Alexander Schaeffer de l'équipe Alessio, que vous apercevez là-bas sur le côté gauche. Joaquim Rodriguez avec le Dossard 66. Et puis toujours bien sûr Andrei Kivilev de l'équipe Cofidis. Ah voilà Sandy Cazard qui fait une super remontée aussi. Magnifique remontée de Sandy Cazard qui a l'énergie, est en train de revenir sur le groupe maillot jaune. Il avait été littéralement étouffé par l'attaque de Dario Frigo au pied du col d'Ez, un petit peu à l'image de Laurent Jalabert et de Didier Rousse. Eh bien il refait surface. Et hop, ça y est, il a réintégré. Et c'est une mauvaise nouvelle pour Jens Voigt évidemment, puisque Voigt pouvait éventuellement reprendre la place occupée par Sandy Cazard ce matin, la 4e place. Et bien vous le voyez, Sandy Cazard en tout cas fait une excellente remontée vers les premières positions.
Voilà, la caméra va se retourner. Est-ce que d'autres coureurs vont rentrer? Non, apparemment pas. Sandy Cazard qui du coup menace désormais Didier Rousse pour cette place sur le podium. Alors que l'on entre dans le village d'Aise. On est à 2 km de l'arrivée, je pense. À peu près. Voilà Dario Frigo que l'on retrouve qui est seul et qui lui va très vite apercevoir la flamme rouge du dernier kilomètre. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de volontaires pour aller le reprendre, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit franchement défaillant. Lui qui avait repris la compétition à l'occasion du prologue de Paris-Nice dimanche dernier, et bien vous le voyez, une semaine plus tard, il est en train de s'envoler vers sa première victoire, première course par étape, première course, on peut le dire de toute façon, pour l'Italien, et une victoire qui va probablement s'offrir à lui d'ici quelques minutes, puisque voilà la flamme rouge. 13 secondes à 1 km de l'arrivée pour Dario Frigo sur le premier poursuivant. Et la bonne opération, Patrick, ça va quand même être pour Sandy Cazard, hein, qui va aller chercher la 3e place de ce Paris-Nice. Oui, la 3e place, puisque Voigt a fait illusion tout à l'heure. Il est maintenant derrière, il est en retrait. En revanche, Inigo Cuesta est sorti du groupe maillot jaune. Il n'est plus présent, oui. Et il est intercalé. Il est au bout là-bas, on l'a entreaperçu. Il est tout au bout là-bas, avec quelques mètres d'avance sur le groupe maillot jaune. Le groupe maillot jaune qui avait tout à l'heure 40 secondes de retard sur Dario Frigo. Alors que l'on attend la flamme rouge. La flamme rouge pour le groupe maillot jaune. Les écarts ne sont pas très importants. Il y avait 40 secondes tout à l'heure. Je ne suis pas certain que cet écart augmente encore, même si Dario Frigo ici fait quand même une très forte impression. De toute façon, l'Italien n'est absolument pas dangereux pour les meilleurs de ce Paris-Nice. Il a quand même, enfin pour le leader de la course, puisque Dario Frigo avait 2 minutes et 35 secondes de retard. Mais cette performance va lui permettre bien sûr de rentrer parmi les 10 premiers du classement général. Il était 11e ce matin. Le vainqueur du Col d'Aise l'année dernière, le vainqueur de Paris-Nice l'année dernière, remporte l'étape du Col d'Aise. La dernière arrivée au sommet. Derrière, on a Cadel Evans qui va aller prendre la 2e place. Retenez bien ce nom, Cadel Evans. Il vient du mountain bike et il se révèle aujourd'hui avec ce maillot de l'équipe Mapei. Il termine à 15 secondes derrière derrière le vainqueur Dario Frigo. Pour la 3e place, eh bien c'est Samuel Sanchez qui vient de franchir la ligne, et on attend maintenant Inigo Cuesta avec Dave Brulans qui avait longtemps ouvert la route. 32 secondes de retard pour Dave Brulans. Et le groupe maillot jaune qui franchit la ligne avec 40 secondes de retard, avec dans ce groupe donc Alexandre Vinokourov, le porteur du maillot jaune et blanc, avec également le meilleur jeune de ce Paris-Nice, Sandy Cazard, qui va pouvoir probablement prendre place sur le podium. Oui, c'est une certitude, puisque Sandy Cazard n'avait que 5 secondes de retard sur Didier Rousse. Va-t-il prendre la 2e place au classement final de Paris-Nice? C'est tout à fait probable. On va attendre encore un peu alors que des coureurs franchissent la ligne. Aitor Oza qui vient d'en terminer en compagnie de Peter Luttenberger, et maintenant un groupe dans lequel figurent Sergei Gonchar, Christian Charrière, Mario Hartz également. D'autres coureurs, Jens Voigt qui en termine maintenant avec 1 minute et 25 secondes de retard. David Moncoutier était en sa compagnie. Jens Voigt qui était 5e ce matin, qui va peut-être gagner une place au classement. Alors Laurent Jalabert passe la ligne en compagnie de Laurent Jalabert. Le retard, vous l'avez vu, plus d'1 minute 35 de retard. Et bien Sandy Cazard devrait, Sandy Cazard va prendre la 2e place du classement final de ce Paris-Nice, derrière Alexandre Vinokourov, alors que Dario Frigo, vous le voyez ici, peut se satisfaire de cette victoire avec beaucoup de panache. C'est une certitude. Oui, Jean-Cyril Robin de la Française des Jeux qui vient de passer la ligne. Mais bien sûr, une victoire qui va susciter certainement beaucoup de commentaires.
Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des coureurs gagner pour la course de leur reprise. Rappelons quand même que Dario Frigo, alors que Richard Virenque franchit la ligne, Dario Frigo vient d'achever une période de suspension infligée après que l'on ait trouvé dans sa chambre d'hôtel lors du dernier Tour d'Italie des substances interdites. Voilà, les coureurs continuent de franchir la ligne un par un. Mais écoutez, le Col d'Èze a fait quand même des écarts sur cette ascension. On se posait la question justement, on n'a pas l'habitude de voir les coureurs escalader le Col d'Èze dans le cadre d'une épreuve en ligne. On avait plutôt l'habitude de le voir sur Paris-Nice dans le cadre d'un contre-la-montre individuel. Eh bien, à ceux qui justement prétendaient que le Col d'Èze ne ferait pas trop de différence, le démenti est assez cinglant aujourd'hui, grâce notamment à la fougue des coureurs qui ont attaqué bille en tête cette ultime difficulté. Et finalement, même si au pied de ce col, les échappés avaient encore 2 minutes d'avance sur le peloton, eh bien on s'aperçoit que finalement 2 minutes, ça ne pèse pas lourd lorsqu'il y a 10 km d'ascension. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dario Frigo a pu finalement opérer la jonction avec tous ces coureurs qui étaient devant lui pour finalement s'imposer en solitaire. Dario Frigo, rappelons quand même, le vainqueur sortant de Paris-Nice et qui renoue avec le succès dans cette course qu'il avait l'année dernière. Ah oui, il doit se passer beaucoup de choses dans sa tête parce que aller gagner comme ça au Col d'Èze comme il l'avait prévu ce matin, c'est quand même assez fort. Je pense qu'on va pouvoir entendre Dario Frigo dans un instant. Dario Frigo qui est déjà au pied du podium et qui se prépare à répondre à cette interview alors que les coureurs évidemment ne vont pas rester longtemps dans les brumes du Col d'Èze. Alors on va parler doucement en français avec Dario, puis Angus va traduire votre italien. Dario, pour vous aujourd'hui c'était vraiment le rendez-vous sur Paris-Nice, vous aviez préparé cette étape. Sì, ci tenevo a far bene in classifica, purtroppo sono rimasto tagliato un po' fuori dai ventagli nella tappa che arrivava al Monfaron. Avevo visto che comunque aveva una buona condizione. Je savais que j'avais de toute façon perdu pour le classement général Paris-Nice. Je devais absolument faire quelque chose aujourd'hui. All'inizio della salita di fare come l'anno scorso e posso dire di esserci riuscito. Aujourd'hui j'avais raté l'échappée mais j'ai réussi quand même à sortir sur la fin. Et c'était quand même assez positif pour moi. Dans les bordures par les Jalabert et les autres équipes françaises. Et puis il est monté comme dans le pharaon assez bien. Et puis il savait qu'il était en condition. Aujourd'hui il a essayé, encore une fois, il a senti qu'il était en très bonne condition et il a fait ce qu'il devait faire. Alors Dario, comment vous expliquez, vous vous êtes arrêté contraint et forcé 9 mois. Comment vous expliquez dès votre première course que vous soyez aussi fort et aussi bien? Mi sono allenato tantissimo, è chiaro che quello che ho passato quest'anno, l'anno scorso mi ha dato tanta forza, soprattutto di volontà. Sapevo che l'anno scorso alla Parigi-Nizza c'era arrivato solamente con 5 corse, per cui ho cercato più che altro in allenamento di trovare le sensazioni migliori e di arrivare alla Parigi-Nizza con la massima volontà per fare bene. Donc il dit qu'il s'est entraîné effectivement ces 9 mois sans course ou bas un peu du peloton. Ça lui a beaucoup manqué de courir, de travailler avec les autres, de participer aux compétitions, mais il s'entraînait énormément, énormément. Et il a pris son rendez-vous comme quelque chose d'extraordinaire. Il s'entraînait presque comme en compétition. Il a organisé un entraînement presque comme c'était des vraies compétitions, des vraies étapes, des vraies courses, pour justement arriver à Paris-Nice dans l'état d'un coureur qui avait déjà fait de la compétition. Merci beaucoup, merci et bravo à Dario. Voilà, vous avez pu entendre Dario avec une traduction qui était meilleure que la mienne, hein, donc ça tombe bien. C'est la raison pour laquelle je vous ai laissé écouter notre confrère de la Gazzetta dello Sport, que l'on remercie évidemment. Alors Dario Frigo, vainqueur de cette étape, mais évidemment le plus important, c'est la victoire finale dans ce Paris-Nice, avec la victoire d'Alexandre Vinokourov. Jean-François Bernard, il faut bien reconnaître que l'on ne donnait pas forcément Vinokourov favori de ce Paris-Nice, même lorsqu'il avait décroché ce maillot de leader. Vous voyez le classement de l'étape qui s'établit avec la magnifique 8e place de Sandy Cazard de la Française des Jeux, qui termine avec un retard de 42 secondes, une 8e place à l'arrivée de l'étape qui va lui permettre
de prendre la deuxième place au classement de ce Paris-Nice, de cette 60e édition de Paris-Nice. Kivilev qui fait également une très bonne opération et qui va très certainement venir se placer à la troisième place sur le podium. Derrière donc Sandy Kazar, on retrouverait deux coureurs kazakhs sur le podium de Paris-Nice, Alexandre Vinokourov, lauréat pour la première fois de cette course au soleil, et Andrei Kivilev sur la troisième marche. On va attendre la confirmation de ce classement parce que bon, là on fait un petit peu des comptes d'apothicaire et on peut tout à fait se tromper, mais le retard d'1 minute 35 environ de Laurent Jalabert et de Didier Rousse était beaucoup trop important justement pour leur permettre de conserver ce rang. L'étape du Col d'Ez là qui vient un petit peu côté français, qui vient ajouter une touche un peu terne, alors que l'on revoit le moment précis où Laurent Jalabert a connu ce que l'on peut appeler véritablement une défaillance. Heureusement, Sandy Kazar est là pour sauver les meubles. Oui, complètement. Je crois que là, on découvre Sandy Kazar. Si, je pense que certaines personnes le découvrent, nous peut-être un petit peu moins, parce que c'est un coureur qui avait, on le savait, beaucoup de classe. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui fait pas de bruit, qui est un coureur certainement d'avenir, ça on le sait depuis un petit moment déjà, et puis là qui confirme vraiment quand même sur ce Paris-Nice, parce qu'il a toujours été présent tous les jours, et aujourd'hui il avait fait vraiment un final magnifique. Il est allé chercher cette place de deuxième au classement général, et je crois que c'est de bon augure pour le cyclisme français, c'est de bon augure pour son équipe, et puis pour lui surtout, parce que maintenant on va un petit peu l'attendre, Sandy Kazar. Dario Frigo donc qui remporte ici la 9e victoire de sa carrière. L'année dernière il en avait remporté 4 en l'espace d'une saison. Sa première donc cette année pour sa course de reprise. On parlait de Sandy Kazar, on va pouvoir l'entendre juste après justement la cérémonie protocolaire. Sandy Kazar, donc le meilleur jeune de ce Paris-Nice, devancé par Dario Frigo. Dario Frigo, vous le voyez ici, qui eh bien, en tout cas on sait quand même que certains coureurs ont des attaches affectives avec certains lieux. Je pense que une petite histoire d'amour là entre le Col d'Ez et Dario Frigo, qui est en train de se forger sur les pentes embrumées de ce piton qui domine la Turbie et l'arrière-pays niçois. Le classement final, donc vous le voyez. Ouais, je suis content, je me suis pas trompé. Le classement final avec Vinokourov, Kazar, Kivilev et Laurent Jalabert, eh bien, qui passe de la 2e place à la 4e place, avec Garmendia qui fait une très bonne opération, il passe de la 8e à la 5e. Voigt recule d'un rang, Didier Rousse lui recule puisque vous le voyez, il passe de la 3e à la 7e place, et Frigo qui remonte à la 8e place. Il était 11e ce matin, le vainqueur donc de l'étape du Col d'Ez. Alexandre Vinokourov, on vend la peau de l'ours peut-être un petit peu trop vite, parce que je suis en train, c'est vrai que demain, je vous comprends, c'est vrai qu'on a l'habitude au soir du Col d'Ez eh bien de tracer de façon quasi définitive le classement final de Paris-Nice. Il reste quand même une étape demain à disputer, et Paris-Nice n'est pas tout à fait terminé. Cela dit, avec de tels écarts désormais, en tout cas en ce qui concerne la victoire d'Alexandre Vinokourov, on a quand même envie de dire que ses adversaires, on voit pas trop comment demain ils pourraient s'y prendre pour prendre en défaut Alexandre Vinokourov, puisque certes il y a le col de Vence, un col de première catégorie à escalader, le col de Gourdon, mais ensuite on retrouvera la promenade des Anglais avec un circuit à accomplir 7 fois, je crois, 7 ou 8 fois, et finalement avec 60 ou 70 derniers kilomètres tracés sur du plat. Eurosport vous a présenté Paris-Nice.